Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Déclic. Aujourd'hui, on va parler d'un article un petit peu clivant puisque le Sénat a voté une loi qui pourrait permettre à la police de vous écouter et vous espionner au travers de votre smartphone. C'est juste après ça, on en discute. Let's go, on commence avec XavBX qui nous souscrit un abonnement Prime. Merci beaucoup de claquer le Prime, ça fait trop plaisir. Merci beaucoup. Et on... Ah, mais Nico qui claque son Prime derrière, merci beaucoup. Merci beaucoup, avec la petite animation assurée par Polito, qui nous a fait l'animation qui fait plaisir. Merci à tous les deux de soutenir la chaîne, ça fait trop plaisir, let's go. Merci beaucoup Nico. Et merci à XavBX, trop cool de nous soutenir, merci beaucoup. Alors les amis, on va démarrer aujourd'hui avec... alors attendez, je viens de me rendre compte... Non, c'est bon. On va démarrer du coup cette matinale avec un article un petit peu... je dirais un petit peu clivant potentiellement, puisque le Sénat du coup a voté pour un projet de loi qui fait beaucoup parler apparemment. C'est l'un des projets les plus contestés actuellement. Et a voté favorablement pour ce projet. La police pourrait écouter et espionner à travers votre téléphone. Donc on parle de géolocalisation, on parle d'activer votre caméra, etc., etc. Donc c'est un sujet un petit peu tricky, on y reviendra. Ensuite, une énorme grève qui est annoncée sur Reddit. Salut Margot, comment ça va? Pourquoi une énorme grève générale mondiale se prépare sur Reddit? Donc Reddit, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un genre de réseau social, voyez-le plus comme un forum sur lequel, voilà, pas mal de monde vont se sourcer, partager des informations, etc. C'est vraiment plus un forum. Et récemment, en fait, ils ont annoncé que leur API passait en payant, donc je vous expliquerai un petit peu tout ça, ce qui annonce une grève dans les prochains jours. Un article aussi que j'avais pas eu le temps de traiter la dernière fois. Amazon envisage de proposer un forfait mobile gratuit pour les abonnés Prime. Donc si jamais vous êtes abonné à Amazon Prime, sachez que potentiellement vous allez... Voilà, c'est en tout cas dans les cartons. Amazon risquerait de proposer un abonnement gratuit mobile pour ses abonnés, pour continuer du coup à donner envie de prendre l'abonnement Prime. Et ensuite, hello Manu, comment ça va? Coucou à toi. Et ensuite, on reviendra sur une... alors, mercredi, je vous avais fait part un peu, j'ai fait le retour des Web Today et des conférences auxquelles on avait assisté. Salut à toi Misty, comment ça va? Coucou à toi. Et je me suis rendu compte qu'on est passé un peu vite sur les dernières confs. Je vous ai parlé que j'ai assisté à pas mal de confs sur le sujet du Web 3. Et il y avait notamment enfin, je pense que ça serait assez intéressant de revenir là-dessus pour que vous compreniez bien les enjeux qui se trament derrière tout ça, parce que souvent on associe ça au NFT, etc. Mais en réalité, ça c'est assez marketeux comme partie du Web3. En réalité, il y a quelque chose de bien plus intéressant et impactant dessous. Donc je reviendrai un petit peu. Je trouvais cet article là qui date il date de 2022, mais qui résume assez bien cette partie justement, pourquoi le Web3 est apparu, comment ça se fait, et voilà, qui historise un petit peu tout ça, et aussi qui fait la distinction entre le Web3 et le Web 3.0, qui n'est pas la même chose. Donc voilà, c'est hyper intéressant. Je pense qu'il faut revenir là-dessus parce que je suis passé un petit peu vite la dernière fois, faute de temps. Voilà, et après tout le reste, c'est des petites actus que je vais vous partager, mais sur lesquelles on ne détaillera pas plus que ça. Voilà pour le programme, les amis. Alors, je bois un petit coup d'eau et puis on attaque sur le premier article. Il commence à faire sacrément chaud chez nous. Je sais pas vous, mais j'ai sorti le ventilo moi hier. Alors, hop, est-ce que ça j'en ai pas besoin? Je pense que je peux fermer Spotify, je n'en ai pas besoin. À Marseille au secours, ouais, j'imagine Nico, tu dois pas avoir froid toi. Déjà quand je vois nous comment on a commencé, j'imagine que toi ça doit être quelque chose. Hello Kilafu 69. Kilafu ou Kilafu? Je ne sais pas comment on prononce. Bienvenue à toi. Alors, on commence du coup avec ce premier article qui va pas mal faire jaser, je pense. Il s'agit d'un article de Presse Citron qui du coup nous annonce que le Sénat a voté une loi. C'est un projet de loi qui fait pas mal parler, qui est assez controversé, on va dire.
et qui permettrait du coup à la police de pouvoir vous espionner à travers votre téléphone. Donc je lis rapidement l'article. Qui la fout? Ok, ça roule. Je dirais qui la fout. Donc je commence à lire vite fait l'article. On réagit ensemble. Si vous avez des commentaires ou autres, mettez-les dans le chat. Et une fois que j'ai terminé l'article, je reviens vers vos commentaires pour qu'on puisse en débattre ensemble. Alors l'article dit ceci, article de Presse Citron, c'est validé, le Sénat a donné ce mercredi, ils ont marqué le Sénat a donné à voter, je pense que c'est une coquille. Le Sénat a voté ce mercredi en première lecture un des volets les plus contestés du projet de loi justice. Il prévoit notamment le déclenchement des caméras ou micro, d'accord? Déclenchement des caméras au micro, la géolocalisation des téléphones et des ordinateurs dans le cadre des enquêtes portant sur le terrorisme et la criminalité organisée. Donc bien sûr, évidemment qu'ils ne vont pas aller en théorie espionner n'importe qui juste pour le plaisir. Et il faut que ce soit quand même motivé par des raisons légitimes. Donc dans le cadre d'enquêtes portant sur le terrorisme et la criminalité organisée. Bien sûr, cette procédure se fera à l'insu des personnes ciblées. Ça, je ne sais pas s'il y a besoin de le préciser, mais vous avez bien compris. Pour défendre ce texte, le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, a notamment argué que ces techniques sont déjà appliquées, c'est ce qu'il dit, sauf qu'elles nécessitent actuellement la pose de balises de micro ou de caméra qui peuvent mettre les policiers en danger. D'après le garde des Sceaux, ce dispositif est assorti de garanties importantes et notamment l'approbation par un juge. Voilà, ça c'est la théorie. En théorie, il ne devrait pas y avoir de débord, mais bon, voilà, vous savez ce que c'est. On peut toujours se dire, ok, mais en fait, ça craint quand même sur le principe, un policier ou quelqu'un qui est dans le cadre d'une enquête et qui a envie d'en savoir un petit peu plus sur ce que fait son copain, sa copine, ça peut être, voilà. A noter que le Sénat a tout de même adouci la portée de la loi. Ainsi, un amendement du président des sénateurs LR, Bruno Retailleau, a été adopté. Donc cet amendement, il prévoit que le recours à la géolocalisation soit limité aux infractions punies d'au moins 10 ans d'emprisonnement contre 5 ans initialement prévus. Donc voilà, ils essayent de resserrer un peu la loi pour être bien sûr qu'il n'y ait pas, que ce soit très, très bien cadré. Cela n'a néanmoins pas convaincu la gauche sénatoriale qui souhaitait un encadrement bien plus large et notamment une protection garantie pour diverses professions, dont les journalistes, les avocats, les magistrats ou encore les parlementaires. Ça c'est aussi le risque, c'est qu'il y a beaucoup de métiers qui sont un petit peu à caractère sensible, où il peut y avoir des fois des conflits d'intérêts parce que, je sais pas moi, vous êtes homme politique et puis vous avez, ou femme politique d'ailleurs, et vous avez des journalistes qui arrêtent pas de vous embêter, vous êtes inquiété dans une affaire judiciaire, ce genre de choses. Bon, on peut se dire qu'il peut y avoir des débordements. Donc c'est un peu ce qui est argué ici. L'organisation alerte également sur le fait que la loi ne concernerait pas que les téléphones et les ordinateurs, mais pourrait également s'appliquer à des appareils connectés tels que les téléviseurs, les babyphones. Donc là, en termes de mouchoirs, on est vraiment au top. Les assistants vocaux, les montres ou encore les trottinettes connectées. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Est-ce que selon vous, c'est une bonne ou une mauvaise chose? Sur le principe, c'est censé être quelque chose pour nous protéger, puisque en théorie, c'est fait justement pour lutter contre... Enfin, c'est souvent l'argument qui revient, hein, le fait de se dire, on fait ça dans le but... dans un but sécuritaire, hein, dans le but d'essayer de pouvoir enquêter de façon plus facile et tomber sur les malfrats et avoir des preuves. Mais dans les faits, ça veut dire qu'à peu près n'importe qui a un objet plus ou moins connecté peut, à distance, se faire plus ou moins espionner, hein, tout simplement. Et on peut activer... c'est pas que le micro, quoi. Il y a aussi la notion... Et on peut faire la géolocalisation, la caméra, etc. etc. C'est quand même assez... je dirais, c'est quand même assez envahissant et assez... voilà, c'est très perso, là pour le coup. Donc, avec tous les risques que ça comporte. Alors, Bois Twitch, coucou à toi. Qui met, c'est trop... les libertés individuelles, on les oublie, la sécurité à un dos large. C'est ça, c'est-à-dire que souvent, sous couvert de sécu, tu peux faire passer à peu près n'importe quoi. Mais voilà, après j'avais vu, alors je sais plus si c'était... Ouais, c'est dans l'article, ils disent rappelons que ce texte est très contesté, notamment par des associations de défense des libertés en ligne. C'est le cas de la Quadrature du Net, donc pareil, qui est une asso pour la défense
voilà, pour la défense des droits en ligne, quoi, on va dire, la liberté en ligne. Donc c'est le cas de la Quadrature du Net qui craint que nos appareils électroniques deviennent de véritables mouchards. Ses représentants parlent d'une, je cite, grave atteinte à l'intimité et de surenchère sécuritaire. Donc tu vois, c'est un peu ce qu'ils disent aussi, comme toi, Boa Twitch, c'est que sous couvert de sécurité, en réalité, on en fait un petit peu trop et en fait, ben... Bon, après, on peut pas... salut Timmy, comment ça va? On peut pas non plus être complètement, je dirais... faire les surpris, quoi. Enfin, on se doute bien quand même qu'en faisant rentrer des appareils connectés chez nous, et en se liant un petit peu à tout ça, on a le risque forcément de... potentiellement, il faut se dire que tout ce qui est connecté à Internet est accessible depuis l'extérieur. Il n'y a rien de sécurisé à 100% comme on peut vous le faire croire. Moi, je sais que par exemple, j'ai réfléchi au confort par exemple de la domotique, mais étant plus ou moins quand même dans le secteur étant dans le secteur du web et donc plus ou moins dans cette typologie de produits, parce que à partir du moment où c'est connecté à Internet, c'est comme un site, c'est pareil, c'est en ligne. Je vois tous les travers qu'il peut y avoir, je vois tout ce que ça peut comporter et j'aurais peur qu'à distance, des gens puissent, ou quelqu'un qui passe par exemple près de chez moi, qui capte mon Wi-Fi, puisse contrôler ma maison, quoi, tout simplement. Donc c'est un peu, ouais. Boa Twitch qui met, n'oublions pas que 90% des gens ne comprennent pas de quoi on parle techniquement et que très rapidement nous pourrions voir arriver des décisions comme des régimes chinois par exemple. Attends, il faut que je relise. 90% des gens ne comprennent pas de quoi on parle techniquement et que très rapidement nous pourrions voir arriver des décisions comme des régimes. Ouais, non mais c'est le risque, c'est le risque. Nous, on le sait, on accepte en connaissance de cause, mais pas dans Michu, par exemple. Ouais, non, mais c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr, et encore, je te dis, nous, enfin, je connais pas ton background technique, mais moi, je suis dev web, il y a des choses que je connais en termes de sécurité, parce que, voilà, c'est la culture, ou c'est parce que j'ai déjà pratiqué quelques trucs, mais il y a, ne serait-ce que... Tu vas dans des gens qui bossent dans la sécu et qui ont l'habitude tous les jours de craquer des systèmes ou des trucs comme ça, c'est encore un pourcentage encore moins élevé de la population, tu vois. Et du coup, je suis admin réseau spécialisé en sécurité. Ouais, voilà. Donc toi, tu vois carrément de quoi on parle. Je pense que tu représentes un pourcentage encore plus infime, on va dire. Moi, du fait que je sois dans le web, j'ai quand même une culture minimum au niveau de la sécu. Mais, donc déjà, ça ne représente pas un très gros pourcentage de la population globale. Mais toi qui en plus est dans un secteur encore plus spécialisé, tu dois encore savoir d'autres trucs. Et c'est sûr que comme tu le dis, c'est en connaissance de cause après. Ça va très bien, Timmy, merci beaucoup. Ça va très très bien. Donc du coup, en fait, on attaquait avec un premier article pour te remettre un peu à flot. Le Sénat qui a voté du coup une loi qui... Enfin, ils ont voté de façon favorable pour une loi qui est en discussion, un projet de loi, pour que la police puisse espionner à travers les téléphones. Donc concrètement, activer ta caméra, te géolocaliser, activer tes micros, voilà, faire à peu près tout. Alors évidemment, c'est encadré, c'est censé être dans le cadre d'une enquête, voilà, pour des infractions importantes, mais voilà, on n'est pas à l'abri qu'il y ait des dérives, quoi. Voilà, c'est un peu ce qui est suggéré ici. Donc la question, c'est de se dire, est-ce que selon vous, c'est une bonne chose vu que c'est dans le cadre de la sécurité, ou est-ce que, comme disait Boa Twitch, la sécurité, elle a bon dos, et en réalité, c'est une façon de nous espionner. Et coucou Xavier, comment ça va? Coucou à toi. Donc voilà, on débattait un petit peu sur ce sujet-là, et c'est pas un sujet qui est hyper évident, c'est assez tricky parce que, encore une fois, je trouve ça relativement envahissant. Je pense que techniquement, il y a déjà des choses qui sont possibles. Si demain tu te transformes en espèce de terroriste, etc., je pense qu'ils n'ont pas attendu la loi pour venir, pour venir t'espionner, mais voilà, ça veut dire que là, ce sera en toute légalité, quoi. Ça va très bien, Xavier, merci beaucoup. Ça va très très bien. On termine rapidement cette semaine avec cette matinale, et puis voilà, ça fait bien plaisir. Il commence à faire chaud, c'est ce que je disais, mais et alors ça, en plus, la chaleur et l'été pour le streamer ou la streameuse, c'est l'enfer parce que déjà l'activité en général baisse vu que les gens sont en vacances.
mais surtout streamer dans un bureau, de base déjà ça dégage de la chaleur avec les ordis, mais alors si en plus il fait chaud à l'extérieur, c'est très très compliqué. C'est très très compliqué. Donc voilà, bref, enchaînant avec l'actualité suivante, toujours chez nos amis de chez Presse Citron. Une actualité Reddit. Alors, est-ce qu'il y a des utilisateurs et des utilisatrices de Reddit? Moi, j'avoue que j'utilise peu, voire très peu. Mais je pense que c'est parce que je suis pas suffisamment rentré dans le truc. J'ai vu qu'il y avait des clients Reddit qui étaient super intéressants à exploiter, donc à voir. Mais en tout cas, sachez que ça reste quand même une plateforme hyper utilisée. Et sachez qu'une énorme grève est envisagée dans les jours à venir. Donc je crois qu'il y a les dates un petit peu. Je n'ai pas compris Reddit. Ben, Reddit, en fait, voit ça comme un forum. Hein. C'est un peu genre Stack Overflow, mais ouvert à tout le monde, quoi. Enfin, ouvert à tout le monde, sur tous les sujets, etc., etc., quoi. Timmy qui met « j'y fus, mais lui m'a saoulé ». Alors justement, c'est une transition parfaite que tu fais là, puisqu'il faut savoir que si l'interface de Reddit ne te plaît pas, il existe des clients Reddit, exactement comme on a des clients Twitter, et on en a un par exemple qui est assez connu, qui s'appelle Apollo, donc Apollo Reddit, et on va en parler justement dans cet article, c'est pour ça que j'aborde le sujet, qui permet justement d'avoir j'ai partagé mon écran, ouais c'est bon, qui permet d'avoir une interface un peu plus sympathique et un peu plus compréhensible. Voilà, tu vois, donc ça fait très, justement, c'est un peu refait à la manière des... Enfin, moi, ça me fait penser à la tête à Twitter, hein, clairement. Ou voir Insta, peut-être. Peut-être Insta, même. Et ça te permet, comme ça, voilà, d'avoir une autre interface si jamais l'interface de base ne te plaît pas. Avec application mobile, etc., machin et tout. Sauf que, et c'est là que notre article intervient, il s'avère que Reddit a décidé, il n'y a pas très longtemps, et on en avait parlé d'ailleurs, je crois, sur une matinale. Il s'avère que Reddit a profité, on va dire, de l'engouement général, notamment quand Twitter a décidé de passer ses API en payant. Ils se sont dit, nous on va faire pareil, pour une raison très simple. Ils ont argué, encore une fois, ils ont avancé un sujet, c'est un peu comme la sécurité avec l'espionnage. Là, ce qu'ils ont dit, c'est en fait, avec l'intelligence artificielle, ils n'arrêtent pas de nous pomper toutes nos données. Donc du coup, c'est pas normal, parce que en gros, c'est les utilisateurs qui contribuent à Reddit depuis des années, et là, ils vont se faire prendre toute leur data, toute la donnée, la connaissance qu'ils ont amassée sur Reddit. Donc, on passe nos API en payant. Voilà. Histoire de dire, on va limiter un peu la conséquence, et puis histoire aussi d'augmenter un peu leur modèle économique, on va pas se mentir. Donc, du coup, le problème de ça, c'est que, étant donné qu'ils veulent le passer en payant, il y a des applications type Apollo qui sont des clients Reddit, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser la donnée brute de Reddit, genre le contenu des messages, des forums, etc., et qui vont mettre leur propre, mais qui vont l'afficher de façon différente. Ils vont faire leur propre client Reddit, on va dire. Et en fait, ces gens-là sont très très impactés, on va le voir dans l'article, puisque du coup, avec le passage au payant, ils doivent payer une somme qui est conséquente, et des fois c'est des projets où derrière tu as 1, 2, 3 personnes, quoi. Donc concrètement, ça veut dire que ils vont mourir, ces gens-là. Ils vont plus pouvoir, enfin, leur application va clairement mourir. Ils vont pas pouvoir payer de telles sommes. Donc je lis vite fait l'article. Une grève générale pour 48 heures et des centaines de millions d'utilisateurs impactés. Reddit et sa communauté s'enflamment depuis quelques jours après une annonce datant du 31 mai. Ce jour-là, le réseau social a indiqué son intention d'imposer des frais aux développeurs d'applications tierces qui utilisent son API pour proposer un accès à la plateforme. A noter que Twitter a pris la même décision au cours des derniers mois pour dégager de nouvelles recettes. Créé en 2005, Reddit n'a lancé son application officielle qu'en 2016, donc 11 ans après, si mes calculs sont exacts. Durant ce laps de temps, de nombreux services ont vu le jour et ils sont très appréciés par les internautes. C'est notamment le cas de Narwhal et d'Apollo. C'est quand même très rigolo quand en fait de base il y a un service et que les gens l'utilisent de façon indirecte et préfèrent en fait utiliser un autre service mais qui fait consommer on va dire la même info. Donc on nous parle effectivement des clients qui sont assez connus, Narwhal et Apollo.
ou Narwhal, je sais pas comment on dit. Donc ce dernier, donc en parlant d'Apollo, a justement expliqué. Alors ils disent ce dernier, je pense qu'ils doivent parler de la personne qui est derrière et qui développe Apollo, parce que visiblement ils parlent d'une personne comme si c'était une seule personne, je ne sais pas. Ce dernier a justement expliqué avoir reçu un appel de Reddit concernant la nouvelle tarification. L'app indique qu'elle devrait payer 20 millions de dollars pour continuer de fonctionner. Et donc là, on a une citation de la personne en question. Je suis profondément déçu par ce prix. À titre de référence, je paie 166 dollars à Imgur. Alors, je ne connaissais pas ce réseau social, je suis allé voir. C'est un réseau orienté image, Imgur. Je peux vous montrer ça vite fait. Voilà. Ils font de... Je sais plus, j'ai regardé vite fait, ils disaient qu'ils faisaient de l'hébergement d'images, mais il y a du GIF aussi, il y a plein d'autres trucs. Société 9, voyons voir Wiki. Servant au-delà de 30 teraoctets en images par jour. Ah ouais, c'est quand même solide. Ok, bon, moi je ne connaissais pas, mais pourquoi pas. Bon, peu importe. En tout cas, ce qu'il dit, c'est sachez que moi, j'utilise d'autres. J'utilise mon client Apollo pour d'autres services que pour Reddit. Et donc, il dit à titre de référence, je paie 166 dollars à Imgur pour les mêmes 50 millions d'appels d'API. C'est ce que précise Apollo. Donc 20 millions de dollars pour Reddit versus 166 dollars pour Imgur pour la même prestation en termes d'appel API. Donc ils disent grosso modo vous abusez les gars quoi. C'est un peu l'idée. Timmy qui met c'est légitime en soi mais pour les clients dev de Reddit il faudrait ouais c'est ça des partenariats. Surtout que si c'est fait dans l'intention en fait de on va dire de contrecarrer un peu les IA et toutes les grosses sociétés là, qui sont en train d'aspirer un peu toute la data sous prétexte d'entraîner leur IA. Il est clair que ça serait entendable et légitime, effectivement, je dirais, de les faire payer, ces gens-là. Mais à contrario, quand tu vois des gens comme Apollo ou autres qui ont finalement contribué en fait à l'expansion aussi de services comme Reddit, puisque de base le service est certainement améliorable, quand tu vois que c'est une démarche comme ça, ils devraient faire quand même du cas par cas et se dire, voilà, comme tu le dis Timmy, faire un partenariat, quelque chose comme ça, quelque chose qui soit vachement plus accessible et qui permettrait à l'application de continuer à vivre, quoi. Faut mettre un peu de l'intelligence dans tout ça, quoi. Et là c'est pas ce qui est fait, quoi. Surtout que, encore une fois, comme ça contribue à l'expansion de Reddit, je me dis c'est une forme de rémunération, quoi. Ce mec enfin, je sais pas si c'est une personne ou quoi qui développe Apollo, mais les personnes qui sont derrière ça, ou la personne derrière ça, contribue tous les jours et travaille de façon... alors, je sais pas si c'est bénévole, s'il fait payer son appli ou quoi, mais voilà, il travaille en fait tous les jours à améliorer l'expérience Reddit et à faire développer un petit peu ça. Donc c'est déjà une forme de rémunération, quoi. Pour Reddit, j'entends. Salut Damarwen, comment ça va? Timmy qui met, oui, Imgur, c'est la vieille époque de l'hébergement d'images pour le partager, c'est vieux. Ah, je connaissais pas du tout. Je ne connaissais pas. Donc voilà, en tout cas, l'argument est un peu caduque, on va dire, quand tu compares les deux quand tu compares, je dirais, les deux prix qui sont proposés, c'est un peu, voilà. Mais je comprends du coup la déception, quoi. Hein. Tu fais vivre une appli comme ça pendant X temps et là on te dit en fait ça va être terminé parce que sinon tu dois payer 20 millions de dollars. Ça doit piquer un peu. Ça va toujours quand on suit des clics. Ah merci beaucoup Damarwen, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bref, je continue mon article. Donc il ajoute, je ne vois pas en quoi ce prix est fondé sur la réalité ou un temps soit peu raisonnable. J'espère qu'il va sans dire que je n'ai pas autant d'argent et que je ne saurais même pas comment le débiter sur une carte de crédit. C'est ce qui me fait dire que en fait c'est une personne derrière le Apollo, parce que visiblement c'est ce que la personne a l'air de dire, c'est que il ou elle ne peut pas débiter autant d'argent de son compte. Alors que ces outils sont mis en danger, les modérateurs des subreddits ultra populaires ont donc décidé de lancer une grève de 48 heures à compter du 12 juin, ce qui nous amène du coup et nous apporte à notre sujet principal de l'article, c'est que suite un petit peu à tout ça, suite à tout ce qui se fait, il y a des mouvements de grève par les modérateurs des subreddits. Donc les subreddits, c'est
on va dire, les sujets, les différents sujets des forums de Reddit. Et donc, ils appellent plus ou moins à une grosse grève, pour le moment de 48 heures. Et donc, en gros, ils vont stopper carrément leur forum, quoi, concrètement, pour réduire grandement le trafic, en fait, passant sur Reddit, quoi. Cela concerne notamment le subreddit vidéo gaming best of A3W ou encore les francophones du subreddit France. Cité par The Independent, un modérateur qui a pour pseudonyme Top Tomcat explique notamment que cette évolution tarifaire menace le fonctionnement d'outils devenus indispensables pour de nombreux utilisateurs de Reddit. C'est d'autant plus vrai pour les modérateurs car ces services tiers sont largement utilisés pour filtrer les contenus sur certains subreddits. Il signale d'ailleurs que si aucune publication ne sera validée pendant les 48 heures sur les forums concernés, le mouvement pourrait durer encore plus longtemps tant que le problème ne sera pas traité de façon adéquate par Reddit. Donc concrètement, ce qu'ils disent, c'est que en fait, plus personne ne pourra poster parce que tous les plus gros subreddits sont contrôlés par des modérateurs. Et ces modérateurs ne valideront plus aucun post qui passe pendant au moins 48 heures, voire plus si jamais le souci n'est pas réglé, quoi. Donc c'est vraiment un très très gros mouvement. Et ça risque d'avoir des impacts relativement lourds pour Reddit. Voilà. Voilà un petit peu pour ce sujet. On passe au sujet suivant du coup. Sujet suivant, un sujet traité par le Journal du Geek qui annonce que si vous êtes abonné à Amazon Prime, déjà vous pouvez claquer votre Prime sur la chaîne des clics évidemment. Sachez que si jamais vous êtes Amazon Prime, vous avez droit à un abonnement par mois pour soutenir un créateur ou une créatrice de contenu sur Twitch. Vous avez juste à lier vos comptes Amazon et Twitch, puisque derrière Twitch, sachez que c'est le groupe Amazon, hein, bien sûr, qui a racheté qui a racheté il y a quelques années. Et sachez donc aussi que potentiellement, en tant qu'abonné Prime, merci beaucoup Jérémy, j'ai vraiment eu l'impression de faire l'aumône, s'il vous plaît. Claquez-moi vos primes. Merci beaucoup, Jérémy. Ça va. Exactement, c'est exactement comme ça. Merci beaucoup du soutien de la chaîne. Et donc, toi qui es abonné du coup, sache que l'article suivant va t'intéresser puisque Amazon envisagerait, donc quand vous prenez votre abonnement Amazon Prime, le service de base, c'est que vous pouvez vous faire livrer en achetant sur Amazon en 24-48 heures, livraison gratuite. Ça, c'était le concept de base. En plus, ils ont développé plein de produits autour, plein de produits supplémentaires. Ils ont étoffé un peu ce dont vous avez accès avec l'abonnement Prime. Donc il y a notamment le fait de pouvoir avoir un abonnement gratuit pour soutenir un créateur sur Twitch ou une créatrice. Et il y a également l'accès à la plateforme Prime Video, puisqu'ils ont un équivalent de Netflix en quelque sorte qui s'appelle Prime Video, auquel vous pouvez aussi accéder. Alors, c'est certaines séries et films, parce qu'il y en a certains qui ne sont pas accessibles, mais vous avez un certain catalogue en tout cas mis à votre disposition. Plus plein d'autres trucs, on va pas citer tous ceux dont vous avez accès avec Amazon Prime, mais sachez qu'ils vont du coup étoffer encore leurs offres potentiellement. Ils envisagent de proposer un forfait mobile gratuit, et là ça devient hyper intéressant. Un forfait mobile gratuit pour les abonnés Prime. Donc on va dire ça. N'hésitez pas à réagir dans le chat évidemment. L'entreprise américaine cherche de nouvelles mannes financières pour conforter son hégémonie, et cela pourrait passer par la téléphonie. Selon Bloomberg, le géant du e-commerce serait en pleine négociation avec Verizon Communications, Dish Network et T-Mobile US depuis déjà plusieurs semaines. Le géant des télécoms, je ne sais pas si on doit dire AT&T, j'imagine, aurait également pris part à la discussion avant finalement de se retirer. Pour Amazon, l'objectif serait simple, obtenir des prix de vente très bas auprès des fournisseurs télécoms, en mettant à profit son immense portefeuille client. Pour cela, l'entreprise mise avant tout sur ses abonnés Prime qui représentent environ 167 millions de clients potentiels rien qu'aux États-Unis. Donc sachez que vous avez tout à fait les entreprises ont tout à fait la possibilité. On n'est pas obligé en fait d'être opérateur téléphonique et d'avoir des infras en fait. On peut très bien en gros être un intermédiaire, vendre un peu nos abonnements. Et voilà, c'est comme de l'achat-revente en quelque sorte, quoi. Et donc c'est un peu ce qu'ils cherchent à faire. En misant évidemment sur le côté, voilà, on a un portefeuille de 167 millions de clients, donc faire tirer les prix au plus bas, voir que ça leur coûte
voilà, très peu, quasiment rien, pour pouvoir derrière, eux, amortir ça financièrement et proposer un service supplémentaire qui inciterait les gens à s'abonner en fait sur Prime. Donc, un forfait mobile gratuit vraiment, point d'interrogation. Toujours sur les informations de Bloomberg, Amazon aurait pour projet de proposer un abonnement mobile sans surcoût à ses abonnés Prime. La promesse est de taille, surtout que le pays de l'oncle Sam, où les forfaits téléphoniques sont beaucoup plus chers que chez nous. Reste que l'entreprise pourrait avoir du mal à convaincre tous les partis d'adhérer à son projet. Une autre solution envisagée serait sans doute de proposer des forfaits à bas prix aux alentours de 10$ par mois. Donc pour nous, ça paraît peut-être... c'est bien, mais pas forcément un truc de fou, mais aux États-Unis, ça peut être vraiment hyper intéressant. C'est ce qui est dit d'ailleurs juste après. À titre de comparaison, il faut débourser en moyenne 55$ outre-Atlantique pour s'offrir un forfait sans engagement, avec quelques gigas de data et des communications limitées. Limité, pas illimité. C'est 5 fois plus qu'en France où le prix moyen est de 10€. Donc ça veut dire que concrètement, des gens qui hésiteraient encore à prendre Amazon Prime, si tu mets en fait si tu mets en perspective tout ce que tu vas gagner en tout, ça peut être hyper intéressant. En quoi est-ce que c'était bien? Parce que pour nous, finalement, c'était pas non plus un truc foufou. En réalité, enfin, pas foufou, ça reste quand même relativement cher, hein, les abonnements par téléphone, enfin les abonnements téléphoniques. Sachez que outre-Atlantique, 55$, c'est ce qu'ils demandent pour avoir un forfait sans engagement avec quelques gigas de données, quoi. Donc c'est pour eux, je pense que si effectivement Amazon s'engageait sur ce genre de truc, ça serait un sacré argument pour se dire rebenta. Ça serait un sacré argument du coup pour convaincre finalement toutes les celles et ceux qui ne seraient pas encore sur Amazon Prime. Ça serait un service supplémentaire hyper intéressant. Reste qu'Amazon va devoir faire des efforts pour conserver ses abonnés. L'abonnement Prime a augmenté il y a quelques mois et même si ce dernier inclut toute une galaxie de services comme la musique, la livraison gratuite, le stockage cloud et même le jeu vidéo, l'ajout d'un nouveau service indispensable au quotidien de ses clients pourra encore faire pencher la balance en sa faveur. Voilà un petit peu pour cette news que je n'avais pas pu traiter la dernière fois. Alors on poursuit du coup les amis, j'ai quelques... Alors celui-ci on va se le garder pour la fin. J'ai quelques petites infos que je vais vous partager qui peuvent être assez intéressantes et pas mal de ressources aussi notamment. Ce tweet j'ai trouvé super cool, donc de Linda Dong qui est en fait elle est DA chez Apple, donc directrice artistique. Alors je sais pas si elle est directrice artistique ou si elle est design évangéliste. Enfin bon, en tout cas elle est dans le design. Du coup elle partage en fait dans ce tweet 3 vidéos qui énoncent un peu les principes du design. Ils appellent ça du spatial design. Donc en fait c'est suite à l'annonce on va dire qu'il y a eu lors de la WWDC. Du casque de réalité virtuelle et augmentée, eh bien, il faut savoir qu'en tant que designer, les gens qui sont dans le milieu du design vont avoir à potentiellement designer des interfaces à l'intérieur du casque, hein, on va dire. Et donc, il y a des grands principes. Ils ont commencé à énoncer des grands principes, on va dire, et des bonnes pratiques. Et donc, je trouvais ces vidéos relativement intéressantes. Donc du coup dans lesquels ils expliquent un peu quelles sont les bonnes façons de designer telle et telle interface dans une réalité virtuelle ou une réalité augmentée. Donc ça c'est hyper intéressant je trouve, surtout si vous vous intéressez au design. N'hésitez pas à aller voir ça, je vous partage ça directement dans le chat. Hop. Voilà. Ensuite, autre ressource que je voulais partager avant d'attaquer le dernier gros article. C'est ce tweet de Pierre-Georges. Pierre-Georges qui est un internaute sur Twitter qui partage des ressources une fois par semaine. Il fait un thread qui est hyper bien fichu. Je crois que c'est le mardi si je me trompe pas. Et en gros là il a partagé en fait une liste YouTube de vidéos
qui a été publié par les amis de chez Figma pour mettre en place un design system. Donc c'est un peu une introduction au design system et toutes les bonnes pratiques si jamais vous voulez vous lancer sur la construction d'un design system, si le sujet vous intéresse, et évidemment au travers de Figma, donc ils vont vous montrer un peu comment tirer puissance de cet outil. Donc cette liste de vidéos, c'est des petits tutos gratuits qui peuvent vous intéresser, donc je vous le partage également avec plaisir. Timmy, je sais que la partie design t'intéresse bien, donc dès que je vois passer des choses, je n'hésite pas à les mettre dans le programme. Autre ressource que j'ai vu, que j'ai trouvé pas mal, c'est ce tweet de Michael Andreza. Du coup, il a partagé en fait ce lien, ça s'appelle type.lol. C'est une espèce de, je dirais, de repo, voilà, un dépôt dans lequel vous avez une liste de typos en fait, et avec les fonderies associées. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils vous disent un nombre d'infos, type est-ce que vous pouvez, est-ce qu'il y a des essais des typographies, est-ce qu'elles ont été mises à jour, etc., etc. Avec une petite, alors j'imagine que ça doit être leur newsletter, je ne sais pas. Donc voilà, vous avez comme ça tout un tas de typos. Ça c'est le genre de ressources qu'il faut se mettre de côté si jamais voilà, vous êtes un petit peu dans le design, ça peut être hyper intéressant. Donc je vous partage ça également dans le chat. Dernière chose, avant de conclure sur le dernier article sur le Web3, j'ai vu passer un article du blog du modérateur qui annonce que LinkedIn lance les DM pour les pages. Donc ça c'est un truc qui n'existait pas encore jusqu'à présent. Et du coup, il annonce le déploiement du coup de cette feature qu'ils appellent Page Messaging, une nouvelle option permettant aux utilisateurs d'engager la conversation avec des pages entreprises par message privé. Concrètement, les membres LinkedIn peuvent poser des questions en privé sur les produits, services ou opportunités de carrière proposés par l'organisation de leur choix, et les messages atterrissent dans une boîte dédiée, blablabla, sachant qu'on peut prédéfinir un peu les sujets. Je crois qu'il le montre. Voilà, ici sur une capture, on peut effectivement, en tant qu'entreprise et page d'entreprise, présélectionner les sujets en fonction de votre activité, évidemment. Donc ça va venir, c'est ce qui se faisait déjà il y a X années sur Facebook, mais voilà, en tout cas... ça pousse un petit peu et ça évolue du côté de LinkedIn, sachez-le. Du coup, on va enchaîner sur ce dernier article avant de conclure sur cette matinale. C'est un article que je tenais à... Voilà, qui est un peu à part de l'actu, mais je tenais à revenir là-dessus parce que c'est vrai qu'on en a parlé rapidement mercredi, quand je vous ai fait un peu un retour du Web Today et ce que j'étais allé voir comme conférence. Il y avait pas mal de conférences sur le Web 3 et j'ai assisté à pas mal d'entre elles. Bon, j'avais déjà un petit peu conscience de ce qui se tramait, mais ça a été une prise de conscience encore plus accrue, on va dire. Donc peut-être qu'il y a des gens qui connaissent un petit peu la notion de Web 3 ou pas, je ne sais pas, n'hésitez pas à me dire, mais en tout cas, cet article est plutôt bien fichu et il résume un peu les enjeux qui se jouent là et surtout comment c'est apparu en fait et pourquoi. Donc je lis rapidement, le créateur du World Wide Web, donc 3W, s'est donné une nouvelle mission. Donc là on parle en fait de Tim Berners-Lee qui est considéré comme l'un des pères fondateurs, on va dire. C'est encore flou chez moi, mais je sens que c'est super important. Mais tu vas voir, Timmy, on va essayer de te faire comprendre vraiment au travers de cet article. Je vais essayer. Tu verras un petit peu les enjeux et ce qui se joue. Et ça, je pense que c'est assez important parce que ça peut impacter vraiment tout le monde. Donc, en gros, l'histoire commence un petit peu avec ce personnage central, Tim Berners-Lee, qui est considéré comme l'un des pères fondateurs, on va dire, du web tel qu'on le connaît. Donc il y a un petit historique sur lui. Ils disent donc le créateur du World Wide Web s'est donné une nouvelle mission, sauver son invention. Sir Timothy Berners-Lee, la personne qui a rendu possible la lecture de cet article en ligne, a eu l'idée du web en 1989, mais 33 ans plus tard, il estime que les géants du secteur contrôlent le monde et manipulent les gens en livrant leurs informations à des tiers. Alors, comment est-ce que tout ça a commencé ? Tim Berners-Lee est né en 1955 à Londres, il a étudié la physique à Oxford et il commence à travailler dans les années 80 comme consultant pour un organisme qui s'appelle le CERN, donc Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire, le CERN, et il conçoit en fait le prototype original du web, la première version. Son objectif, c'est de permettre aux scientifiques de partager des données sur un réseau de manière automatisée. En sachant qu'il faut bien faire la distinction entre Internet, le réseau Internet, et la notion de web, qui sont deux choses différentes et distinctes.
Le réseau Internet n'est pas la même chose que le web. Internet existait déjà dans les années 70, donc avant l'apparition du web, mais peu de monde savait que ça existait. Les ingénieurs électriciens Bob Kahn et Vint Cerf ont été les premiers à développer le protocole interne, donc l'IP, qui permettait aux ordinateurs de partager des bits d'infos. En un mot, ils ont créé le processus qui permet aux ordinateurs de se parler entre eux. C'est la structure physique sur laquelle le web a pu ensuite se brancher. À partir de ça, Tim, on va dire, il a en fait proposé de développer un système d'infos qui permettrait de distribuer, qui permet de distribuer de l'info et qui serait accessible aux scientifiques et aux universités du monde entier. Du coup, en 93, le CERN, donc l'organisme pour lequel il était, met le World Wide Web dans le domaine public. Et là, c'est l'explosion. On assiste à l'émergence et de la première étape du web. Et donc, à cette époque-là, pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Parce que à cette époque-là, on parlait de web 1.0. C'est-à-dire que c'était un web très statique qui permettait en fait d'émettre de l'info, mais il fallait être quand même développeur, avoir quelques connaissances pour pouvoir mettre ça en place. Mais voilà, il s'agissait d'un web en lecture seule, il n'y avait pas des notions d'interaction, etc. Et seuls ceux qui savaient coder pouvaient publier des documents hypertextes. Ensuite est venu le web 2.0, donc c'est ce qu'on connaît un peu actuellement, qui s'est développé sur cette base. Cette évolution nous permet aujourd'hui d'interagir davantage avec le web et de publier sur des grandes plateformes, telles que Google, Facebook, etc., sans coder. Donc, c'est un peu l'apparition du no-code avant le no-code, j'ai envie de dire, si Xavier est dans le chat. Puisque, en fait, sans coder, vous pouvez aujourd'hui vous connecter sur Facebook ou je ne sais pas quel service et publier du contenu sans avoir des notions de code. Donc cette notion de dynamisme et de réseaux sociaux, c'est ce qu'on résume en parlant du Web 2.0. Mais tout cela n'est pas gratuit. En contrepartie, nombre de ces entreprises s'approprient nos données à des fins publicitaires ciblées. Ça, je pense que vous le savez déjà. Du coup, à partir de là, Tim Berners-Lee, il a dit en fait, mon invention et ce que j'avais mis en place, c'était pas vraiment la vision moi que j'avais au départ, tout ça. Moi, ma vision, c'était simplement de dire, on va faire on va mettre en place un système qui permettra de donner de l'info à n'importe qui, de partager de l'information, pas que quelques entreprises type GAFAM viennent et en fait s'approprient toute cette donnée et la revendent à des fins publicitaires, marketing et financières, quoi. Du coup, pour sauver un peu son invention, il est parti sur ce concept de Web 3.0. Donc je continue vite fait l'article. Tim Berners-Lee a développé l'idée d'un nouveau web dans son laboratoire du MIT en travaillant sur une nouvelle façon de décentraliser Internet et de protéger nos données. Parce que ce qui est reproché en fait au Web 2, c'est que 2.0 pardon, c'est que le gros du trafic Internet passe par quelques acteurs. Il y a une espèce d'oligopole, un genre de monopole partagé entre notamment les GAFAM. Je ne sais plus combien dans l'une des conventions où j'ai été, je crois qu'ils parlaient de 60 ou je sais plus, entre 60 et 70% du trafic mondial qui transitait par ces acteurs-là, quoi. Donc c'est assez énorme. Et notamment, je pense qu'Amazon avec AWS, il y a beaucoup de choses qui en fait reçoivent du trafic en leur sein, dans leurs infrastructures. Ça me fait penser à la série Silicon Valley. Je l'ai vu passer, ça là, Timmy, Silicon Valley, mais je l'ai jamais regardé. Bref, tout ça pour dire que du coup, il s'est dit, bon, là actuellement, on a changé, on est passé du 1.0 au 2.0. Le 1.0 était beaucoup plus décentralisé, c'est-à-dire que chacun en fait pouvait décider de émettre de l'info sans que ça passe par quelques gros acteurs. Aujourd'hui, le Web 2.0, c'est un peu trop centralisé, donc il faut décentraliser tout ça. Il faut vraiment que l'info soit répartie, ne dépende pas que de quelques personnes, on va dire. Donc il a travaillé sur une nouvelle façon de faire ça. Sa solution au dysfonctionnement du Web 2.0 est une troisième couche de protocole qui donne à des personnes la possibilité de se connecter à un site ou une application avec son propre identifiant personnel. Il a donc appelé ce projet Solid. C'est un projet de protocole pour le Web 3.0 et a créé une nouvelle société, Inrupt, pour lancer Solid. La plateforme imaginée par Tim Berners-Lee est accessible depuis un navigateur, mais il ne s'agit pas d'une application. Les utilisateurs peuvent stocker leurs données privées sur ce qu'ils appellent des pods.
auxquelles ils peuvent accéder très facilement. Expliqué plus simplement, il s'agit d'une clé ou d'un identifiant numérique sécurisé. Donc en fait, son idée, c'est de dire, grâce au protocole solide, enfin au projet solide, vous allez avoir accès à ce qu'ils appellent un pod, qui est un genre de... On va dire, c'est un peu comme un... Je sais pas si on pourrait dire un porte-monnaie virtuel ou un... Je sais pas, enfin en gros, une espèce de... comme un bucket S3, si ça parle à certains, comme, je sais pas, un endroit dans lequel vous pourrez entreposer toutes les données que vous voulez, ok, qui seraient sécurisées, et surtout qui vous permettrait en fait de vous connecter après à n'importe quel service. C'est comme si vous aviez un seul et même endroit dans lequel vous aviez vos données, et quand vous voulez par exemple aller sur Facebook ou je sais pas quoi, en fait, votre... Facebook va demander va vous demander en fait de partager telle et telle info parce qu'il en a besoin pour se servir. Mais c'est vous qui en fait avez le contrôle total de la donnée que vous souhaitez partager ou pas. Hello Silver, comment ça va? Donc c'est vraiment très différent. C'est pas comme aujourd'hui où en fait quand vous allez sur Facebook, vous partagez vos données, vous dites je suis homme, machin, j'ai tel centre d'intérêt, etc. Et toute la donnée que vous contribuez ne vous appartient pas, elle appartient à Facebook. Là, vraiment, c'est vous qui allez tout centraliser en un seul endroit et qui décidez de ce que vous voulez donner ou pas. C'est un peu l'idée. Tim Berners-Lee a spécifié qu'il s'agissait de sa vision du Web 3.0 en soulignant bien, c'est là que ça devient un peu tricky, que le Web 3.0 est différent du Web 3. Ça, j'ai mis du temps à comprendre. Donc vous voyez, Web 3.0 et Web 3 tout attaché. C'est deux choses différentes. Le Web 3, lui, utilise le système de blockchain Ethereum et promet d'être décentralisé. Malgré cette promesse avec le Web 3, les données telles que les dossiers médicaux peuvent facilement être tracées comme ce sont des données publiques. Les sécuriser est coûteux et puis il y aurait aussi un problème de vitesse. Donc quand on vous parle de Web 3 et de Web 3.0, faites bien attention, c'est deux notions qui sont différentes et visiblement le Web 3 est très lié à la blockchain et Berners-Lee, il est pas trop, pour lui, c'est pas du tout la bonne méthode. Il est plus sur son concept de 3.0 avec les pods, etc. Donc il dit, nous parlons bien de l'authentique Web 3.0, pas un détournement marketing en quelque sorte. C'est pas lui qui dit ça, c'est le PDG d'Inrupt, la boîte qu'il a montée. Qui a rejoint du coup Berners-Lee il y a 5 ans. Tim m'a expliqué un soir au cours d'un dîner que le web tel qu'il est en train de se déployer n'est pas le web que nous avions imaginé, mais il reste possible d'en faire quelque chose à condition de le pousser dans la bonne direction. Bien et toi, mais si c'est toutes ces données sont sur internet, c'est piratable. Alors les détails techniques, je vais pas là je vous dépeins un peu tous les mais à la limite je pourrais te passer quelques confs là-dessus si tu veux creuser un peu plus, mais dans l'idée en fait c'est juste au niveau conceptuel de se dire on ne va plus en fait aller sur des sites et puis donner nos données, etc. On va avoir notre petit pod qu'on pourra nous-mêmes héberger ou héberger chez d'autres et surtout donner accès, enfin se connecter à n'importe quel service et choisir de façon très fine en fait ce qu'on souhaite partager ou pas. C'est un peu l'idée. Après, sur la partie technique, piratable, etc., c'est encore un autre sujet. Je ne peux pas rentrer là-dedans parce que déjà, c'est un sujet, le Web3, qui est quand même assez complexe, mais important à comprendre. Donc, voilà, Berners-Lee, vraiment, il insiste là-dessus à dire, voilà, moi, je ne parle pas de Web3 avec la blockchain, etc., Ethereum, c'est pas mon délire. Moi, ce que je veux, c'est faire en sorte que mon invention, qui est le web, redevienne quelque chose de décentralisé, redevienne quelque chose qui n'est pas dépendant de quelques personnes qui se font du pognon sur notre dos. On veut vraiment que ce soit un truc pour... Oh, t'inquiète, Atomisty, ouais, j'ai eu une panne de... Voilà, j'ai Mako qui est tombé. Bon, c'est des choses qui arrivent. Je ne veux plus que, que en gros, il y ait quelques gens qui profitent un peu de cette invention-là pour pouvoir se faire du pognon, exploiter les données des gens. Autre question, est-ce que le Web 3.0 est déjà disponible? Cette nouvelle technologie est disponible et Berners-Lee a indiqué qu'Inrupt, donc la boîte qu'il a montée, est en discussion avec des gouvernements, y compris ceux d'Europe, sans divulguer exactement lesquels. Donc c'est là que c'est intéressant, c'est qu'effectivement, comme il y a cette notion de confidentialité de données et de maîtrise des données, il y a des vrais enjeux sociaux notamment. Il y a pas mal de gens en fait qui s'en servent, notamment dans des ONG ou autres, donc c'est ce qu'ils mettent. Inrupt a par exemple travaillé avec des ONG pour aider les réfugiés en leur permettant de partager leurs pods afin de faire circuler leurs données médicales, la liste des vêtements et tentes qu'ils ont reçues et même s'inscrire auprès d'ONG, ce qui leur fait gagner du temps. Tim Berners-Lee a indiqué
que d'autres pays ont fait appel à Inrupt afin d'aider les victimes de violences domestiques en fournissant des pods aux personnes concernées. Voilà. Dernière question avant de refermer là-dessus. Ben ouais, mais du coup, vous allez me dire, les géants de la Big Tech, eux, ben, ils vont y perdre en fait là-dedans. Donc, selon le PDG d'Inrupt, John Bruce, il aurait tendance à dire que non, qu'au contraire, ils y gagneraient. Comment les grandes plateformes pourraient-elles réagir en perdant l'accès à nos données alors qu'elles vendent à bon prix aux entreprises et aux annonceurs? Selon John Bruce, tout le monde y gagnerait à une plus grande protection des données personnelles car les citoyens contrôleraient la quantité de données qu'ils communiquent et les entreprises auraient une meilleure compréhension des préférences utilisateurs. Pour cela, Inrupt doit encore convaincre et doit maintenant continuer à parler au gouvernement et aux entreprises pour que davantage de pods soient utilisés dans le monde. Mais même s'ils étaient utilisés partout, il reste encore beaucoup à faire pour faire du web un espace sûr. Voilà. Donc, c'est ce qu'il faut que vous compreniez aujourd'hui. Si vous n'avez pas tout pigé, c'est pas grave. Il faut juste que vous compreniez bien que l'enjeu aujourd'hui qui se joue derrière ces concepts de Web3, enlevez-vous de la tête là tout ce qui est NFT, crypto, machin, ça c'est des choses qui sont un petit peu plus annexes. Le concept, il est surtout de se dire un constat aujourd'hui, le web tel qu'on le connaît, le web qu'on aime finalement, qui est le fait de partager des données, d'avoir une espèce d'endroit dans lequel la connaissance de l'humanité est stockée et qu'on puisse y accéder comme ça, c'est vraiment le côté cool. C'est ce qui était plus ou moins dépeint dans le web 1.0 de Berners-Lee, c'est ce qu'il voulait en fait, hein. C'était lui scientifique à la base, mais ça s'est ouvert à autre chose qu'aux sciences, donc c'est cool. Il faut bien avoir en tête le fait que avec le 2.0, là finalement on a réduit en fait le nombre de personnes qui détiennent toute la data et en fait tout transite par quelques acteurs. Et donc là le 3.0, le but ça serait de rouvrir et voilà, c'est un peu l'idée.